Chers amis, on va commencer tout de suite avec une petite nouvelle d'Agatha Christie du nom de Chant du cygne. Chapitre 1er. C'était à Londres, un matin de mai à 11 heures. Monsieur Cowan regardait par la fenêtre du salon, richement décoré de son appartement au Ritz. C'était celui qu'on avait réservé à Madame Paula Nazorkov, la fameuse chanteuse d'opéra qui venait d'arriver dans la ville. Monsieur Cowan, son impresario, était là pour s'entretenir avec elle. Il tourna la tête au bruit d'une porte qui s'ouvrait. Ce n'était que Miss Reed, la secrétaire de Madame Nazorkov, une pâle jeune fille distinguée. « Oh, c'est vous, ma chère. Madame n'est pas encore levée ?» Miss Reed secoua la tête. « Elle m'a dit de venir à 10 heures. Cela fait 1 heure que j'attends. » Il ne manifestait ni mécontentement, ni surprise. M. Cowan était accoutumé aux extravagances de l'artiste. Il était grand, rasé de près, peut-être un peu trop gras, et de mise trop soigné. Ses cheveux étaient très noirs et ses dents d'une blancheur agressive. Sa façon de siffler les S était très proche du zézément. Une porte s'ouvrit à l'extrémité opposée de la pièce, livrant passage à une charmante petite Française. Madame serait-elle levée? S'enquit Cowan, plein d'espoir. Quelles sont les nouvelles, Élise? La jeune fille leva les 2 mains vers le ciel. Elle n'est pas à prendre avec des pincettes ce matin. Rien ne lui plaît. Ces merveilleuses roses jaunes que monsieur lui a envoyées hier soir, eh bien, elle a déclaré qu'elles convenaient à New York, mais qu'elles étaient grotesques à Londres. Ici, seules les roses rouges s'imposent. Elle les a jetées, et elles sont tombées sur la tête d'un monsieur très comme il faut. Il s'est fâché, ce qui est compréhensible. Cowan leva les sourcils, mais ne manifesta pas autrement ses sentiments. Puis il sortit un calepin de sa poche et y écrivit « Rose rouge ». Élise repartit aussi vite qu'elle était venue, et Cowan retourna à la fenêtre. Vera Reed s'installa derrière son bureau et se mit en devoir d'ouvrir le courrier. 10 minutes s'écoulèrent en silence. Puis la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas, et Paula Nazorkov fit irruption dans le salon. Et brusquement la pièce parut plus petite, et Vera Reed plus insignifiante. Quant à Cowan, il attendait. « Ah, mes enfants, dit la prima donna, ne suis-je pas ponctuelle ?» Elle était grande, et elle n'avait pas l'embonpoint habituel des chanteuses. Ses bras et ses jambes étaient harmonieux, son cou fin, élégant. Ses cheveux étincelaient. Ils devaient, évidemment, leur couleur au henné. Mais l'effet n'en était pas moins saisissant. En dépit de la quarantaine bien sonnée, les traits de son visage étaient encore beaux. Mais de fines rides cernaient les yeux sombres, expressifs. Elle avait un rire d'enfant, un estomac d'autruche et un caractère de démon. Elle était considérée comme le plus grand soprano dramatique de son temps. Elle se tourna vers Cowan. « M'avez-vous obéi? Avez-vous jeté à la Tamise cet abominable piano anglais ?»« Oui, je l'ai remplacé, dit Cowan en désignant l'instrument dans un coin. La Nazorkov se jeta sur lui et en souleva le couvercle. « Un Erhardt, dit-elle. « Oui, c'est mieux. Voyons cela. » Sa très belle voix s'éleva, détailla un arpège, tint une note haute et s'enfla pour se modérer aussitôt et sombrer dans le néant. « Ah, dit Paula Nazorkov, avec une ferveur naïve, que ma voix est belle, même à Londres. C'est la pure vérité, s'empressa de reconnaître Cowan. Et bientôt Londres sera à vos pieds, comme New York. Croyez-vous? En juger par le léger sourire qui errait sur ses lèvres, la question était de pure forme. C'est une certitude. Paula s'écarta du piano et vint s'arrêter près de la table. Maintenant parlons affaires. Quel engagement avez-vous pris pour moi? Cowan sortit des papiers de la serviette qu'il avait posée sur la table. Rien de neuf. Vous chantez 5 fois au Covent Garden, 3 fois dans la Tosca, 2 fois dans Aïda. Aïda? Peuh, dit la prima donna. Quelle barbe! La Tosca, c'est différent. Oui, la Tosca, c'est vous. Je suis la plus merveilleuse Tosca du monde. Il n'est personne pour vous égaler, même de loin. C'est Oscari qui est Scarpia? Oui, et Lippi, Émilie. Quoi? S'écria la Nazorkov. Lippi? Cette hideuse petite grenouille? Je ne chanterai pas avec lui. Ou alors, je le mords, je le griffe. Allons, allons, dit Cowan conciliant. Il ne chante pas, je vous le répète. Il aboie, je dirais. Enfin, nous verrons. Il avait l'habitude. Cavaradossi, s'enquit la Nazorkov. Un ténor américain, Hansdale. C'est un gentil petit garçon, il chante joliment. Barrère le remplacera un soir. C'est un artiste, dit-elle généreuse. Mais ce Lippi, je n'en veux pas. Et je ne chanterai pas avec lui. Fiez-vous à moi. Il tout sauta et prit un autre papier.
J'arrange un concert spécial au Albert Hall. Nazorkov fit une grimace. Je sais, dit Cowan. Mais c'est l'usage. On jouera à bureau fermé, dit la chanteuse, et je toucherai gros. Écho. Voici maintenant quelque chose de tout particulier, reprit Cowan. Une proposition de Lady Rustonbury. Elle veut vous avoir chez elle. Rustonbury? Elle fronçait les sourcils, semblait se souvenir. J'ai lu ce nom quelque part, il y a longtemps. C'est une ville, un village, je crois. Un gros bourg du Hertfordshire. Le château est très vieux, très féodal, avec toute la lyre, fantômes, portraits de famille, escaliers secrets et salle de théâtre. Lord Rustonbury roule sur l'or et donne souvent des fêtes. Sa femme propose un opéra complet, Butterfly de préférence. Butterfly? Ils sont prêts à payer cher. Il faudra s'arranger avec Covent Garden, bien sûr. Mais vous toucherez un cachet royal. Très bon pour la publicité, ça. De la réclame pour moi? Dit-elle avec un incommensurable mépris. Abondance de biens ne nuit jamais, dit Cowan. Rustonbury, murmura la chanteuse. Où donc ai-je... Elle courut à la table, se mit à feuilleter un illustré, puis s'immobilisa soudain. Après un silence qui fut très long, elle laissa retomber la revue sur la table et retourna lentement s'asseoir. Tout en elle avait changé, révélé une expression austère. Arrangez cela, dit-elle. Je chanterai, c'est entendu, mais à une condition. La Tosca et rien d'autre. Ce sera difficile, murmura Cowan. Les décors de la Tosca, sur une scène privée. J'ai dit la Tosca. Cowan parut brusquement convaincu et se leva. Je m'arrangerai, dit-il. Elle s'était levée, elle aussi, et semblait vouloir justifier sa décision. C'est mon grand rôle, Cowan. Personne ne m'y a jamais égalé. Oui, c'est bien, dit Cowan. Jeritza y a remporté un joli succès l'année dernière. Jeritza? S'écria-t-elle, rouge d'indignation. Et elle exposa longuement ce qu'elle pensait de Jeritza. Mais Cowan connaissait ses façons et ne l'écoutait plus. N'empêche qu'elle chante aussi Visidarte, couchée sur le ventre. Et pourquoi pas? Demanda la Nazorkov. Moi, je chanterais bien couché sur le dos, avec les jambes en l'air. Cela ne déplairait à personne, dit Cowan, gardant son sérieux. Personne ne chante Visidarte comme moi, décréta la Nazorkov. Je le chante avec la voix du couvent, ainsi que les bonnes sœurs me l'ont appris, il y a déjà bien longtemps, avec la voix d'un enfant de cœur ou d'un ange, impersonnel, pur, sans passion. Je sais, dit Cowan, s'animant un peu, vous êtes formidable. L'art, dit la prima donna, consiste à payer le prix, à souffrir, à tout endurer, pour acquérir le pouvoir de revenir en arrière, de reconquérir la beauté perdue du cœur d'un enfant. Cowan lui lança un regard curieux. Il voyait dans ses yeux une lueur étrange, qui le fit frissonner. Elle murmura quelques mots qu'il put tout juste entendre. Enfin, après toutes ces années. Chapitre 2. Lady Rustonbury alliait avec succès l'ambition au sens critique. Son mari, très indifférent sur ces deux points, la laissait libre d'agir à sa guise. C'était un gros homme sanguin, que seuls ses chevaux intéressaient dans la vie. Il admirait sa femme et se réjouissait d'être assez riche pour pouvoir lui passer ses fantaisies. La salle de théâtre du château avait été construite par son grand-père, au siècle précédent. C'était le jouet favori de Lady Rustonbury, qui y avait fait représenter un drame d'Ibsen, une pièce de l'école moderne, tout en divorce et en drogue, ainsi qu'une fantaisie poétique dans un cadre cubiste. Pour la représentation de la Tosca, dont l'annonce avait fait sensation, Lady Rustonbury avait convié tout le gratin de Londres. Madame Nazorkov et sa troupe étaient arrivés un peu avant le déjeuner. Hansdale, le jeune ténor américain, chanterait Cavaradossi et Roscani. Le célèbre baryton italien serait Scarpia. La dépense serait énorme, mais nul ne s'en souciait. Paula Nazorkov était de la meilleure humeur et se montrait charmante. Agréablement surpris, Cowan priait le ciel que cet état des choses durât. Le déjeuner fini, la compagnie s'en fut au théâtre, inspectait les décors. L'orchestre était sous la direction de Samuel Rich, l'un des meilleurs chefs d'orchestre d'Angleterre. Tout semblait parfait, et chose curieuse, M. Cowan s'en inquiétait. C'est un peu trop beau pour durer, se dit-il. Les mines de chatte gourmande de la Nazorkov ne laissent présager rien de bon. Sa longue expérience des choses du théâtre avait dû développer en lui un sixième sens, infaillible. Car ce soir-là, vers 7 heures, Élise, la femme de chambre française, accourut très émue. « Monsieur Cowan, vite, venez vite, je vous en prie. »« Que se passe-t-il » fit Cowan, anxieux. « Madame aurait-elle une de ses lubies? Je m'y attendais, du reste. »
Non, non, monsieur, ce n'est pas madame, c'est le signor Roscari. Il est malade, il est mourant. Allons, vous exagérez. Conduisez-moi auprès de lui. Il suivit la femme de chambre affolée pour trouver le petit Italien au lit, tordu de convulsions qui, en toute autre occasion, aurait pu prêter au rire. Paula Nazorkov était penchée sur lui et reçut très mal Cohan. Enfin, c'est vous, c'est de votre faute. Notre petit Roscari souffre horriblement. Il a dû manger quelque chose qui ne lui convenait pas. Je meurs, gémit le malade. Ah, ces douleurs, c'est affreux. Oh. Il se tordait sur sa couche, les mains au ventre. Un médecin. Il nous faut un médecin, dit Cohan. Paula l'arrêta d'un geste. Il est en route et fera certainement tout ce qu'il pourra pour soulager notre pauvre ami. Mais il n'est pas question que Roscari chante ce soir. Jamais, jamais plus je ne chanterai. Je meurs, gémit l'Italien. Mais non, dit Paula, c'est une simple indigestion. Mais de toute façon, vous serez incapable de monter en scène. On a voulu m'empoisonner. C'est la ptomaïne, sans aucun doute, assura Paula. Restez auprès de lui, Élise, jusqu'à l'arrivée du médecin. Elle entraîna Cohan au dehors. Qu'allons-nous faire? Cohan secoua la tête. Il était trop tard pour faire venir de Londres un chanteur capable de remplacer Roscari. Lady Austenbury, qu'on venait de prévenir, vint les rejoindre. À l'exemple de Paula Nazorkov, elle ne pensait qu'au succès de la Tosca. Et personne en main pour le remplacer, gémit la chanteuse. Lady Austenbury poussa un cri. Ah, j'y pense, bien sûr. Bréon. Bréon? Mais oui, Édouard Bréon. Vous savez bien, le célèbre baryton français. Il est notre voisin. Country's Houses a fait paraître une photo de sa maison dans son numéro de cette semaine. C'est lui qu'il nous faut. Le ciel nous protège, s'écria Nazorkov, extasié. Bréon en Scarpia? Je me souviens très bien de lui. C'était un des plus grands rôles, mais il est à la retraite. Je vais l'en tirer, assura Lady Austenbury. Comptez sur moi. 10 minutes plus tard, la thébaïde campagnarde d'Édouard Bréon était envahie par une comtesse fébrile. Une fois sa décision prise, Lady Austenbury était une femme très déterminée, et M. Bréon comprit très vite qu'il lui fallait se soumettre. D'ailleurs, il faut bien l'avouer, il avait un faible pour les nobles comtesses. Lui-même, d'origine très humble, avait gravi échelon par échelon l'échelle sociale, et il éprouvait une joie profonde à traiter de père en compagnon avec duc et prince. Sa retraite dans un coin perdu d'Angleterre l'avait quelque peu déçu. Les applaudissements des foules lui manquaient, ainsi que l'adulation de son public. La gentry locale ne le reconnaissait pas à sa juste valeur, et la requête de Lady Austenbury fut un baume pour son cœur ulcéré. « Je ferai de mon mieux, dit-il avec un sourire. Il y a longtemps déjà que je n'ai chanté en public. Je ne prends pas d'élèves s'il en par faveur, mais dans le cas présent, l'indisposition de Signor Roscani, si déplorable. C'est un coup terrible, dit Lady Austenbury. Non qu'il soit vraiment un chanteur, dit Bréon. Il s'employa quelques minutes à le lui prouver. Depuis la retraite d'Édouard Bréon, il n'avait pas été sur la scène de baryton de distinction. Madame Nazorkov chantera la Tosca, dit Lady Austenbury. Vous la connaissez sans doute. Pas personnellement, dit Bréon. Je l'ai entendue chanter une fois à New York. C'est une grande artiste. Elle a le sens du drame. Lady Austenbury se sentit soulagée. Avec ces artistes, on ne sait jamais. Il était entre eux des jalousies et des antipathies si étranges. Elle rentra au château triomphante. « Je l'ai !» s'écria-t-elle de loin. « Il s'est montré très aimable. Je m'en souviendrai toute ma vie. » On entoura le Français. On lui exprima gratitude et respect. En dépit de la soixantaine, Édouard Bréon était encore très bien. Il savait gagner les cœurs. « Un instant, dit Lady Austenbury. Où est madame? Ah, la voici. » Paula Nazorkov ne s'était pas dérangée pour saluer le baryton. Elle était restée assise sur une chaise au haut dossier, à l'ombre de la cheminée. On n'y avait pas fait de feu, car la chaleur était intense et la chanteuse s'éventait doucement d'une immense palme. Elle se montrait si distante qu'un instant, Lady Austenbury la crut fâchée. Elle vint lui présenter Bréon. Après un dernier coup d'éventail, Paula Nazorkov le reposa lentement et tendit la main au Français. Celui-ci s'inclina très bas sur elle, et un faible soupir échappa aux lèvres de la prima donna. « Madame, dit Bréon, nous n'avons jamais chanté ensemble. Il faut en accuser mon âge. Mais enfin le destin me sourit et me sauve. Vous êtes trop bon, monsieur, dit Paula souriante. Quand je n'étais encore qu'une petite chanteuse insignifiante, je n'aurais pu que m'asseoir à vos pieds. Votre rigoletto, quel art, quelle perfection. Nul n'a pu y atteindre que vous. Hélas, dit Bréon, simulant un soupir,
Mes beaux jours sont passés. Scarpia, Rigoletto, Radam, Sharpless, que de fois je les ai chantés, et maintenant, je ne suis plus rien. Si, ce soir. C'est vrai, madame, je l'oubliais, ce soir. Vous avez chanté avec beaucoup de Tosca, dit la Nazorkov arrogante. Mais jamais avec moi. J'en saurais apprécier l'honneur, madame, dit Bréon d'un air pénétré. Ce rôle exige une actrice doublée d'une chanteuse, fit remarquer Lady Austenbury. C'est très vrai, dit Bréon. Je me souviens alors que j'étais très jeune, en Italie, d'être entré par hasard dans un petit théâtre de quartier à Milan. Ma place ne me coûta que 2 livres, mais j'entendis cette nuit-là une voix digne du Metropolitan de New York. Une très jeune fille chantait la Tosca comme un ange. Je n'oublierai jamais sa voix dans Vicidate, cette clarté, cette pureté. Mais il lui manquait la force dramatique. La Nazorkov inclina la tête. Cela vient plus tard, dit-elle, la voix contenue. C'est exact. Cette jeune fille, Bianca Capelli, je me suis par la suite intéressé à sa carrière. C'est grâce à moi qu'elle s'est fait connaître. Mais elle n'a pas su en profiter, elle a gâché sa carrière stupidement. Il haussa les épaules. Comment cela? La question venait de Blanche Amery, la fille de Lady Austenbury, jeune personne de 24 ans, élancée et gracieuse, aux grands yeux bleus. Déjà le Français se tournait vers elle poliment. Figurez-vous qu'elle s'est compromise avec un individu de basse classe, des plus suspects. Il a eu des démêlés avec la justice, fut condamné à mort. Bianca Capelli vint me supplier d'intervenir en faveur de son amant. Qu'avez-vous fait? Demanda Blanche Amery haletante. Moi, mademoiselle? Que vouliez-vous que je fisse? Un pays étranger. Vous deviez pourtant y avoir quelques influences, dit la Nazorkov de sa voix chaude. En admettant même que j'en eus, je ne m'en serais pas servi. L'homme n'en valait pas la peine. Quant à elle, j'avais déjà fait ce que j'avais pu. Il eut un mince sourire et la jeune Anglaise, le surprenant, ne put s'empêcher de le juger très réticent. Elle réprima un frisson. « Vous avez fait ce que vous avez pu, » dit la Nazorkov. « C'était fort bien de votre part. Et je veux croire qu'elle vous a été reconnaissante. » L'homme a été exécuté, dit le Français avec un haussement d'épaule. Et la fille est rentrée au couvent. Le monde a perdu une chanteuse. Nous autres, Russes, nous sommes plus volages, dit la Nazorkov. Blanche Amery vit passer sur le visage de Cohan une expression d'étonnement. Il fit mine de parler, mais un coup d'œil de Paula lui fit refermer la bouche. Le maître d'hôtel parut sur le seuil de la grande porte. « Le dîner, » dit Lady Austenbury en se levant. « Comme je vous plains tous les deux de devoir jeûner avant de chanter, mais je vous promets un excellent souper après. »« Nous voulons l'espérer, » dit Paula Nazorkov avec un petit rire. « Après. » Chapitre 3. Le premier acte de la Tosca venait de se terminer. L'assistance s'ébrouait. Les conversations reprenaient. Les membres de la famille royale qui avaient pris place sur 3 chaises de velours au premier rang semblaient très satisfaits. Dans la salle, on échangeait, à voix basse, ses impressions. On jugeait généralement que la Nazorkov n'avait fait que soutenir sa grande réputation. Une faible partie de l'assistance était seule à comprendre qu'en cela même la chanteuse avait montré tout son art. Elle avait ménagé sa voix et ses forces. Elle avait fait de la Tosca un personnage léger, frivole, jouant avec l'amour, coquettement jaloux et exigeant. Bréon, bien que n'étant plus dans toute la gloire de sa voix, avait magnifiquement esquissé un Scarpia cynique, sans toutefois le présenter sous les traits du roué. Tout au plus avait-il laissé deviner sa malveillance subtile. Dans le dernier passage, avec l'orgue et la procession, quand Scarpia, debout, se perd dans sa pensée, récapitule le plan qui lui permettra de conquérir la Tosca. Il avait fait preuve d'un art admirable, mais déjà le rideau se relevait sur le sous-contact. La scène dans les appartements de Scarpia. Cette fois, à l'entrée de la Tosca, la Nazorkov montra tout son talent. Elle fut la femme affolée jouant son rôle avec l'assurance d'une actrice consommée. Son salut aisé à Scarpia, sa nonchalance voulue, ses répliques souriantes, dans cette scène, elle joua avec ses yeux, qui seuls parlaient, dans son visage à la fois impassible et souriant. Seuls ses regards trahissaient ses vrais sentiments. Et l'histoire de se poursuivre, la scène de la torture, l'effondrement de la Tosca, son abandon total quand elle se jette aux pieds de Scarpia, lui décrit par les détails, les préparatifs. On dresse la potence, puis c'est le silence, lourd, que rompt par instant le roulement des tambours. Écroulé sur le divan, sa tête touchant presque le sol, et que masquent ses cheveux. Puis contraste intense avec la passion et la douleur des dernières 20 minutes. Sa voix s'élève haute et claire. Cette voix
ainsi qu'elle l'avait dit à Cowan, d'un enfant de cœur ou d'un ange. C'était la voix d'un enfant plein d'innocence et d'étonnement. Puis, une fois de plus, elle implore à genoux jusqu'au moment de l'entrée de Spoletta. La Tosca épuisée consent, et Scarpia prononce ces mots fatals, à double sens. Spoletta sort. Enfin, c'est l'instant dramatique où la Tosca, levant un verre de vin dans sa main tremblante, voit le couteau sur la table, s'en empare et le cache dans son dos. Bréon se lève, très beau, enflammé de passion. Tosca, finalement mia. Prompt comme l'éclair, le coup de poignard et le sifflement des paroles de vengeance de la Tosca. Questo è il bacio di Tosca. La Nazorkov s'était surpassée, cette dernière imprécation, Miore donate, puis d'une voix étrangement calme qui avait empli de théâtre. Orgli perdono. Et ce fut le doux chant de la mort, tandis que la Tosca dispose le corps, l'encadre de siège, place le crucifix sur sa poitrine. Un dernier arrêt sur le seuil, un coup d'œil en arrière, un roulement de tambour et la chute du rideau. Cette fois, ce fut l'enthousiasme dans l'assistance, mais il fut de courte durée. Quelqu'un sortit en courant des coulisses, vint parler à l'oreille de Lord Rostenbury, qui se leva et fit un signe à Sir Donald Calthorpe, un médecin connu. La nouvelle se répandit très vite. Il y avait eu un accident, un blessé grave. L'un des chanteurs parut devant le rideau et expliqua que M. Bréon avait eu un accident, que la représentation ne pouvait continuer. Puis on sut que M. Bréon avait reçu un coup de poignard, la Nazorkov avait perdu la tête. C'était si bien incarné dans son rôle qu'elle avait poignardé son partenaire. Lord Leconmer, parlant à l'ambassadeur son voisin, sentit une main se poser sur son épaule et se retourna. C'était Blanche Amery. « Ce n'est pas un accident, dit la jeune fille, j'en suis sûre. L'avez-vous entendu conter l'histoire de cette jeune fille en Italie, avant le dîner? Cette Bianca, c'était elle. Et quand elle s'est prétendue russe, j'ai vu la surprise de M. Cowan. Ma chère Blanche, qu'allez-vous imaginer? Dit Lord Connemere. J'en suis sûr, vous dis-je. Sur la table, dans sa chambre, il y avait une revue ouverte, à la page, montrant M. Bréon, dans sa maison de campagne. Elle a tout combiné. C'est elle qui a provoqué l'indisposition du pauvre petit Italien. Mais pourquoi? S'écria Lord Leconmer. Pourquoi? Vous ne le voyez pas? C'est l'histoire de la Tosca. Il la voulait en Italie. Mais elle est restée fidèle à son amant. Celui-ci est condamné à mort. Elle a imploré l'appui de Bréon, qui a prétendu agir mais n'a rien fait. Elle s'est vengée. L'avez-vous entendu siffler « Je suis la Tosca » Et j'ai lu sur le visage de Bréon qu'il la reconnaissait. Dans sa loge, Paula Nazorkov attendait. Immobile, drapé dans son manteau d'hermine. On frappa à sa porte. Entrez. Élise parut sanglotante. Madame, madame, il est mort et... Oui. Madame, comment vous dire, il y a 2 policiers qui veulent vous parler. J'y vais, dit très simplement Paula Nazorkov en se levant. Elle détacha son collier de perles et le mit dans la main que, machinalement, la femme de chambre lui tendait. Voici pour vous, Élise. Vous m'avez fidèlement servi. Et là où je vais, je n'aurai plus besoin de cela. Jamais plus je ne chanterai la Tosca. À la porte, elle s'arrêta, jeta un regard par-dessus son épaule, comme pour dire au revoir une dernière fois, aux 30 années de sa carrière. Puis elle murmura les derniers mots d'un autre opéra, et finit à la commedia. Fin. Alors, sans plus tarder, on va commencer une histoire d'Agatha Christie, dont le titre est « En dedans d'une muraille ». Ce fut Madame Lampierre qui, la première, découvrit l'existence de Jane Haworth. Ignorer, cela va de soi, pas pu en aller autrement. Quelqu'un a dit un jour de Madame Lampierre qu'elle était, et de fort loin, la femme la plus haïe de Londres. Mais j'estime qu'il y a quelques exagérations. Ce qui ne fait néanmoins pas de doute, c'est qu'elle a le chic pour tomber sur la chose au monde que vous souhaitez le moins voir divulguer, et qu'elle met un réel génie à le faire. Cela se produit toujours par le plus grand des hasards. En l'occurrence, nous avions pris le thé dans l'atelier d'Alan Everard. Ces thés, il les donnait de temps à autre, et restait immanquablement planté dans les coins, affublé d'oripeaux hors d'âge, à faire sonner sa menue monnaie dans ses poches et à sembler au supplice. Je ne crois pas que quiconque puisse aujourd'hui dénier à Everard le titre de peintre génial. Ses 2 plus fameuses toiles, Couleur et Le Connaisseur, qui appartiennent à sa première période, avant qu'il ne devienne portraitiste à la mode, ont été acquises l'an dernier par les musées nationaux,
sans que, pour une fois, ce choix ne soulève la moindre controverse. Mais à la date dont je vous parle, Everard commençait seulement à trouver sa voie, et il nous était donc loisible de considérer que c'était nous qui l'avions, pour ainsi dire, inventé. Ces réceptions, c'était sa femme qui les organisait. L'attitude d'Evrard à son égard était assez particulière. Qu'il adorât Isobel, c'était évident, et allait tout naturellement de soi. L'adoration était son dû, mais il semblait toujours persuadé d'avoir une dette envers elle, et s'il accédait au moindre de ses désirs, ce n'était pas tant par faiblesse que par l'inébranlable conviction qu'elle possédait le droit de n'en faire qu'à sa tête. À bien y réfléchir, j'imagine qu'il n'y avait après tout rien là que de très naturel, car Isobel Loring avait de tout temps été réellement adulée. Quand elle fit son entrée dans le monde, elle venait d'être la débutante de la saison. Beauté, situation mondaine, usage, cervelle. Si l'on accepte l'argent, elle avait tout. Personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse un mariage d'amour. Elle n'était pas fille à ça. Au cours de sa seconde saison, elle avait déjà 3 prétendants à ses pieds. L'héritier d'un duché, un politicien en pleine ascension et un millionnaire sud-africain. Et puis, à la grande surprise générale, elle épousa Alan Everard, jeune peintre tirant le diable par la queue et dont personne n'avait jamais entendu parler. C'était en hommage à sa personnalité, j'imagine, que tout le monde continuait à l'appeler Isobel Loring. Personne n'en parlait comme d'Isobel Everard. On disait « J'ai vu Isobel Loring ce matin. » Oui, avec son mari. Ce freluquet d'Evrard, ce type qui peint. Les gens disaient d'Isobel qu'elle s'était faite elle-même. Être connu comme le mari d'Isobel Loring aurait, à mon avis, suffi à faire n'importe quel homme. Mais Everard était d'une autre trempe. Le flair d'Isobel pour le succès n'avait après tout pas été pris en défaut. Alan Everard avait après tout peint le tableau couleur. Je veux croire que tout le monde connaît ce tableau. Une section de route creusée d'une tranchée, la terre retournée, rougeâtre, une buse de drainage d'un brun rouge vernissé, et le terrassier, un instant repos, colosse appuyé sur le manche de sa bêche. Silhouette herculéenne vêtue de velours côtelé, maculée de boue, avec un mouchoir rouge noué autour du cou. Dénué d'intelligence, vide d'espoir, mais dans un inconscient plaidoyer muet. Ses yeux vous dévisageaient depuis la toile, les yeux de la brute, dans toute sa splendeur. C'est une œuvre flamboyante, une symphonie d'orange et de rouge. Toute une littérature a été écrite sur son symbolisme, sur ce qu'elle était censée exprimer. Alan Everard, quant à lui, prétend n'avoir rien voulu exprimer du tout. Il était à l'époque, affirme-t-il, au bord de la nausée après avoir été obligé de passer en revue une collection de couchers de soleil à Venise. Et l'irrépressible envie d'une débauche de couleurs strictement anglaise s'était soudain emparée de lui. Après cela, Everard donna au monde cette représentation picturale devenue légendaire d'une taverne de bas étage. Romance. La rue et son macadam noir sous la pluie. La porte entr'ouverte, les lumières et le scintillement des verres, le petit homme au visage de fouine, s'y engouffrant, chétif, minable, insignifiant, lèvres écartées et regard vide, entrant là pour oublier. La force de ces 2 tableaux lui valut d'être porté au nu et de se voir décerner le titre de peintre du monde ouvrier. Il possédait enfin son créneau, mais il avait refusé d'y rester cantonné. Sa 3e œuvre, et la plus brillante, avait été un portrait en pied de Sir Rufus Herschmann, l'homme de science bien connu, et peint sur fond de cornues, de creusets et de paillasses de laboratoire. L'ensemble produit ce qu'on pourrait qualifier d'effet cubiste, mais les lignes de perspective en sont étranges. Et maintenant il venait de terminer son 4e tableau, un portrait de sa femme. Nous avions été invités à le voir et à le critiquer. Everard, lui, faisait la tête et regardait par la fenêtre. Isobel Loring, passant de groupe en groupe, parlait technique avec une justesse infaillible. Nous y allâmes de nos commentaires, il le fallait bien. Nous louâmes la matière du satin rose, le traitement de l'étoffe, nous affirmâmes, était réellement prodigieux. Personne n'avait encore jamais peint le satin de cette façon. Madame Lampierre, qui est l'un des critiques d'art les plus intelligents que je connaisse, me prit presque aussitôt à part. « Mon petit Georges, me dit-elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce truc est mort, c'est lisse,
C'est infect. Portrait d'une dame en satin rose, suggérai-je. Exactement. Et cependant, la technique est parfaite. Et le mal qu'il s'est donné. Il y a assez de travail ici pour 25 toiles au bas mot. Trop léché d'après vous? C'est peut-être ça, si tant est qu'il y eut là quelque chose. Il l'a détruit. Une femme remarquablement belle, dans sa robe satin rose. Pourquoi pas une photo en couleur? Pourquoi pas, en effet, acquiesçai-je. Vous croyez qu'il s'en rend compte? Bien sûr, fit madame Lempière avec mépris. Vous ne voyez pas que ce garçon est au bout du rouleau? C'est probablement ce qui vous prend au nez, quand vous mêlez affaires et sentiments. Il a mis toute son âme à peindre Isobel, parce qu'elle est Isobel, et, en l'idéalisant, il l'a ratée. Il s'est montré trop gentil. Il faut parfois détruire la chair avant de pouvoir effleurer l'âme. Je hochai la tête en me remémorant un autre portrait. Sir Rufus Herschmann n'avait pas été physiquement flatté, mais Everard était parvenu à conférer à son portrait une personnalité inoubliable. Et pourtant Isobel en impose tellement, poursuivit madame Lempière. Peut-être Everard est-il incapable de peindre les femmes, hasardai-je. Peut-être, en effet, fit pensivement madame Lempière. Oui, il n'est pas exclu que ce soit l'explication. Et c'est alors que, avec son habituel génie, pour l'à propos, elle s'empara d'une toile posée par terre dans un coin, face tournée vers le mur. Il y en avait 7 ou 8, entassés là au petit bonheur, et ce fut pur hasard si madame Lempière sélectionna précisément celle-là. Mais comme je l'ai dit plus haut, madame Lempière a le chic pour ça. Tiens donc, s'exclama-t-elle en la tournant à la lumière. Elle n'était pas terminée, loin de là. Elle était à peine esquissée. La femme du portrait, ou plutôt la jeune femme, elle n'avait, à mon avis, pas plus de 25 ou 26 ans, était penchée en avant, le menton dans la main. 2 détails me frappèrent aussitôt. L'extraordinaire vitalité du tableau et son étonnante cruauté. Everard l'avait peint d'un pinceau vengeur. La pose même était cruelle. Elle mettait en évidence chaque défaut, chaque méplat, un peu trop creusé, la moindre imperfection. C'était une étude en marron, robe marron, fond marron, yeux marrons, des yeux ardents, pleins d'une envie silencieuse. La passion, en effet, était la dominante de la toile. Madame Lempière l'examina en silence, pendant quelques minutes, puis elle appela Everard. « Alan, venez un peu par ici. »« Qui est-ce ça ?» Everard arriva, obéissant. Je remarquai dans son regard le soudain éclair de contrariété qu'il ne put dissimuler tout à fait. « Ce n'est qu'un barbouillage, se défendit-il. Je ne crois pas que je le terminerai jamais. »« Qui est-ce » insista madame Lempière. Everard n'avait manifestement aucune envie de répondre, et cette réticence était pain béni pour madame Lempière qui, par principe, envisage toujours le pire. Une de mes amies, Miss Jane Haworth. Je ne l'ai jamais rencontrée ici, souligna madame Lempière. Elle ne vient pas à ce genre de vernissage. Il se tut une minute, puis ajouta. Elle est la marraine de Winnie. Winnie, 5 ans, était la fillette du couple Everard. Vraiment? S'étonna madame Lempière. Où habite-t-elle? À Battersea, un appartement. Vraiment? Répéta madame Lempière avant d'ajouter. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu vous faire? Me faire? À moi? À vous? Pour vous rendre si brutal. Oh, ça, fit-il en riant. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas une beauté. Je ne peux pas en faire une Vénus, sous prétexte d'amitié, non. Vous avez fait le contraire, dit madame Lempière. Vous avez mis en lumière chacun de ses défauts. Vous les avez exagérés. Vous l'avez caricaturée. Vous avez essayé de la rendre grotesque. Mais vous n'y êtes pas arrivé, mon petit. Ce portrait, si vous l'achevez, il vivra. Everard le prit assez mal. Ce n'est pas mauvais, admit-il du bout des lèvres, pour une pochade, s'entend. Mais bien sûr, ça n'arrive pas à la cheville du portrait d'Isobel. Ça, c'est de très loin la meilleure chose que j'ai jamais faite. Il avait prononcé les derniers mots avec une agressivité et sur un ton de défi. Nous ne relevâmes ni l'un ni l'autre. De très loin la meilleure chose, répéta-t-il. Quelques-uns des autres s'étaient rapprochés de nous. Eux aussi, ils avisèrent la toile ébauchée. Exclamations et commentaires fusèrent de toutes parts. L'atmosphère commença à s'animer. C'est de cette façon que j'entendis pour la première fois parler de Jane Haworth.
Plus tard, j'allais la rencontrer à 2 reprises. J'allais, de la bouche même d'une de ses amies les plus intimes, entendre des détails sur sa vie. J'allais en apprendre beaucoup d'Alan Everard lui-même. Maintenant qu'ils sont morts tous les deux, je crois qu'il est temps de réfuter certaines des rumeurs malveillantes que Madame Lampierre s'active à répandre à tous les échos. Traiter d'invention une partie de mon histoire si ça vous chante. Elle n'est cependant pas loin de la vérité. Quand les invités furent partis, Alan Everard tourna de nouveau le portrait de Jane Haworth face au mur. Isobel traversa la pièce pour venir se dresser à son côté. « Un succès, tu crois » s'enquit-elle pensive. « Ou pas tout à fait un succès. »« Le portrait » demanda-t-il très vite. « Non, idiot, la réception. Il va de soi que le portrait est un succès. C'est ce que j'ai fait de mieux, décréta-t-il, agressif. « Nous gagnons du terrain, dit Isobel. Lady Charmington veut que tu la peignes. »« Oh Seigneur !» se renfrogna-t-il. « Je ne suis pas un portraitiste à la mode, tu sais. Tu le deviendras. Tu vas atteindre le sommet. Ce n'est pas ce sommet-là que je veux atteindre. Mais Alan chéri, c'est comme ça qu'on arrive à rouler sur l'or. Qui a envie de rouler sur l'or? Moi peut-être, qui sait, sourit-elle. Envahie par le remords, il se sentit aussitôt des envies de s'excuser. Si elle ne l'avait pas épousé, sans doute serait-elle parvenue à faire fortune. Elle en avait besoin. Un certain étalage de luxe était son nécessaire cadre de vie. Nous ne nous sommes pas si mal débrouillés ces derniers temps, fit-il d'un ton un peu piteux. Non, c'est exact. Mais les factures s'amoncellent. Les factures, toujours les factures. Il se mit à marcher en long et en large. Oh, et puis assez. Je ne veux pas peindre Lady Charmington, éructa-t-il, un peu comme un enfant en colère. Isobel sourit d'un très léger sourire. Elle se tenait près du feu, sans faire un geste. Alan interrompit son va-et-vient, fiévreux pour s'approcher d'elle. Qu'y avait-il en elle, dans son impassibilité, son inertie, qui l'attirait comme un aimant? Qu'elle était belle, ses bras comme sculptés dans le marbre le plus blanc, l'or pur de ses cheveux, ses lèvres si rouges, si pleines. Y avait-il quoi que ce soit d'autre qui importât? Qu'y avait-il chez Isobel qui vous apaisait, qui vous déchargeait de tous vos soucis? Elle vous attirait dans sa divine inertie, et elle vous y maintenait, béat et satisfait de l'être. Le pavot et la mandragore, vous y voguiez sur un lac sombre, anesthésié. « Je peindrai Lady Charmington, murmura-t-il bientôt. Quelle importance! Je m'ennuierai à périr. Mais après tout, même les peintres doivent manger. Voici Monsieur du Pinceau, le peintre, Madame du Pinceau, la femme du peintre, et Miss du Pinceau, la fille du peintre. Tous crient en famine. Grand nigaud, ronronna Isobel. À propos de ta fille, tu devrais aller voir Jane, un de ces jours. Elle est passée hier et m'a dit qu'elle ne t'avait pas vu depuis des mois. Jane est venue? Oui, voir Winnie. Alan écarta Winnie. Elle a vu ton portrait? Oui. Et qu'est-ce qu'elle en a dit? Qu'il était splendide. Oh! Perdu dans ses pensées, il fronça les sourcils. Je crois que Madame Lampierre te soupçonne de passion coupable envers Jane, remarqua Isobel. Elle avait l'air de boire du petit lait. Quelle mégère! Grommela Alan, écœuré. Quelle mégère! Qu'est-ce qu'elle n'irait pas imaginer? Qu'est-ce qu'elle ne va pas imaginer? Oui, eh bien, moi, je n'imagine rien, sourit Isobel. Alors dépêche-toi d'aller voir Jane. Alan lui jeta un regard en coulisses. Visage à demi tourné, son sourire s'attardant encore sur ses lèvres. Elle était maintenant assise sur un divan, très bas, au coin du feu. Et à ce moment-là, il éprouva un instant d'égarement, de vertige, comme si une brume, qui trop longtemps avait flotté autour de lui, et qui se déchirait enfin, lui avait soudain ouvert une échappée vers des territoires inconnus. Une voix en lui l'interpella. « Pourquoi veut-elle que tu ailles voir Jane ?» Il y a une raison. Parce qu'avec Isobel, il fallait qu'il y ait une raison. Isobel ignorait l'impulsivité. Elle ne connaissait que le calcul. « Tu aimes beaucoup Jane ?» demanda-t-il brusquement. « C'est un ange, » dit Isobel. « Oui, mais est-ce que tu as vraiment de l'amitié pour elle ?»« Bien sûr. Elle se met tellement en quatre pour Winnie. Au fait, elle veut l'emmener à la mer la semaine prochaine. Tu n'y vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Cela nous laissera libres pour l'Écosse. Ça ne pouvait pas mieux tomber.
C'était en effet exactement comme ça. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Il jeta à Isobel un regard envié, avec un soupçon soudain. Cette prise en charge de Winnie, est-ce qu'elle l'avait demandé à Jane? Jane se laissait si facilement embobiner. Isobel se leva et sortit de la pièce, en fredonnant tout bas. Bah, quoi qu'il en soit, ça n'avait aucune importance de toute façon. Il irait voir Jane. Jane Haworth habitait au dernier étage d'un immeuble donnant sur Battersea Park. Quand Everard eut escaladé 4 volets de marche et appuyé sur le bouton de la sonnette, il se sentit en rogne contre Jane. Pourquoi ne pouvait-elle pas vivre dans un endroit plus accessible? Et quand, n'ayant pas obtenu de réponse, il eut appuyé 3 fois sur ce fichu bouton, sa mauvaise humeur ne fit que croître et embellir. Pourquoi ne pouvait-elle pas avoir une bonne capable de venir ouvrir la porte? Soudain celle-ci s'ouvrit, et ce fut Jane elle-même qui se dressa sur le seuil. Elle avait le sang au visage. « Où est Alice ?» interrogea Everard, sans même se soucier des salutations. « Eh bien, je crains que... elle n'est pas bien aujourd'hui. »« Elle est ivre-morte, c'est ça ?» gronda Everard, furibond. « Quel dommage que Jane soit une menteuse aussi invétérée. »« J'imagine que c'est le cas, » répondit Jane à contre-cœur. « Laisse-moi aller voir. » Il traversa l'appartement à grandes enjambées. Jane lui emboîta le pas avec une soumission désarmante. Il trouva la dénommée Alice, la coupable Alice, à la cuisine. Il n'y avait aucun doute quant à l'origine de son état. Il suivit Jane dans le salon, dans un silence menaçant. « Il faut que tu te débarrasses de cette ivrognesse. Tempête-t-il bientôt. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. »« Je le sais très bien, Alan, mais je ne peux pas le faire. Tu oublies que son mari est en prison. »« Oui, il se trouve parfaitement à sa place, » décréta Everard. « Combien de fois cette créature s'est-elle saoulée depuis les 3 mois que tu l'as à ton service? » « Pas tellement souvent, peut-être bien 4 ou 5 fois. Elle fait de la dépression, tu sais. »« 4 ou 5 ? 9 ou 10 serait plus près du compte. Comment est sa cuisine? Immangeable. T'est-elle le moins du monde? Une aide? Te facilite-t-elle la vie dans cet appartement? En rien. Bon Dieu flanque-la dehors, demain matin, et embauche une fille qui puisse être d'une quelconque utilité. » Jane le regarda d'un air malheureux. « Tu ne le feras pas, maugréa Everard, en s'enfonçant dans un grand fauteuil. Tu es une créature tellement impassiblement sentimentale. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Tu emmènes Winnie à la mer? Qui a suggéré ça? Isobel ou toi? »« Moi, bien sûr, » s'empressa d'affirmer Jane. « Jane, » dit Everard, « si seulement tu apprenais à dire la vérité, je me mettrais à éprouver beaucoup d'affection pour toi. Alors maintenant assieds-toi et pour l'amour du ciel, tâche de rester au moins 10 minutes sans débiter de mensonges. »« Oh, Alan, » gémit Jane en s'asseyant. Le peintre l'examina d'un œil critique pendant 1 ou 2 minutes. Madame Lempière, cette mégère, avait raison. Il s'était montré très cruel dans sa façon de peindre Jane. Jane était presque belle, sinon belle tout court. Les longues courbes de son corps obéissaient au plus pur canon de la beauté grecque. C'était ce désir éperdu qu'elle avait de lui plaire qui la rendait gauche et pataude. Il s'était obnubilé là-dessus. Il l'avait exagéré. Il avait durci le modelé de son menton, certes un peu trop pointu. Il avait déjeté sa silhouette dans une pose disgracieuse. Pourquoi? Pourquoi lui est-il impossible de rester 5 minutes dans la même pièce que Jane, sans éprouver à son égard une irritation croissante? On pourra dire ce qu'on voudra. Jane avait beau être adorable, elle n'en était pas moins exaspérante. Avec elle, il n'était jamais en paix, ni détendu, comme il était avec Isobel. Et pourtant, Jane était toujours tellement anxieuse de lui faire plaisir, tellement désireuse de tomber d'accord avec le moindre de ses avis. Mais hélas, tellement transparente aussi, elle si manifestement incapable de dissimuler le fond de sa pensée. Il regarda autour de lui, du Jane tout craché, quelques objets ravissants, de pure merveille, cet émail de Battersea par exemple, et juste à côté, un effroyable vase orné de roses peintes à la main. Il empoigna ce dernier. « Est-ce que tu le prendrais très mal, Jane, si je le flanquais par la fenêtre? »« Oh, Alan, je t'en prie. Qu'est-ce que tu cherches à prouver en collectionnant ce genre de cochonneries? Tu aurais du goût à revendre, si seulement tu voulais bien le mettre en pratique. Mais ce ramassis d'horreur. Je sais, Alan, ne va pas t'imaginer que je n'en suis pas consciente. Mais il se trouve qu'on me fait des cadeaux. Ce vase,
Miss Bates l'a rapportée de Margat, et elle est si pauvre, et il lui faut grappiller sou par sou, et il a dû lui coûter si cher, cher pour elle, tu vois, et elle se sera dit qu'il me ferait tellement plaisir. Je ne pouvais pas ne pas lui octroyer une place de choix. Everard ne releva pas. Il continuait à parcourir la pièce des yeux. Il y avait une ou deux eaux-fortes au mur, ainsi qu'une flopée de photos d'enfants en bas âge. Les nouveau-nés, quoi qu'en puisse en penser leur mère, ne sont pas toujours photogéniques. Mais les innombrables amis de Jane n'auraient jamais accouché sans lui dépêcher un instantané de leur progéniture. Assurées qu'elles étaient que ces trophées seraient dûment chéris. Et Jane les avait chaque fois chéris, comme il se devait. « Qui est cet abominable gros tas ?» interrogea Everard, examinant d'un œil critique une nouvelle recrue. Énorme poupard, boudiné, affligé d'un violent strabisme. Je ne l'avais encore jamais vu, celui-là. Celle-là, rectifia Jane, la petite dernière de Mary Carrington. Pauvre Madame Carrington, s'apitoya Everard. J'imagine que tu vas prétendre adorer que cette gamine atroce te contemple toute la sainte journée, avec un œil qui dit merde à l'autre. Le menton de Jane pointa en avant. C'est un bébé adorable, et Mary est une très vieille amie à moi. Loyal Jane, sourit Everard, brave petit soldat. Alors comme ça, Isobel a réussi à te coller Winnie sur le dos, pas vrai? Eh bien, elle m'a effectivement dit que vous aviez tous les deux envie d'aller en Écosse, et j'ai sauté sur l'occasion. Tu vas me laisser Winnie, non? Cela fait une éternité que je me demandais si tu accepterais de me la confier, mais je n'ai jamais osé te poser la question. Oh, tu peux la voir, cela dit, c'est rudement gentil de ta part. Eh bien, c'est une affaire entendue, se réjouit Jane. Everard alluma une cigarette. Isobel t'a montré le nouveau portrait, s'enquit-il en mâchonnant quelque peu ses mots. Oui. Et qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une splendeur, une absolue splendeur. Alan sauta sur ses pieds. Sa cigarette tremblait dans sa main. Bon Dieu, Jane, pas ça, pas à moi. Arrête donc de mentir. Mais Alan, je t'assure que c'est réellement une absolue splendeur. Est-ce que tu n'as pas encore compris qu'il y a belle lurette que je connais toutes les nuances de ta voix? Si tu me mens comme un arracheur de dents, j'imagine que c'est pour ménager ma susceptibilité. Mais pourquoi ne peux-tu pas être honnête? Tu crois que j'ai envie de t'entendre dire qu'une toile est une splendeur, quand je sais aussi bien que toi que ce n'est pas le cas? Ce fichu portrait est mort. Mort. Il n'y a pas une once de vie là-dedans. Il n'y a rien derrière. Rien que l'apparence, rien que la surface, une misérable surface lisse. Tout du long, je me suis monté le bourrichon. Oui, et jusqu'à cet après-midi. Et je suis venu te trouver pour en avoir le cœur net. Isobel ne sait pas ce genre de choses. Mais toi, tu sais. Tu as toujours su. Oh, je savais bien que tu me dirais que c'est bon. Tu n'as aucun sens moral dans ce domaine. Seulement, je peux toujours démêler le vrai du faux par le seul timbre de ta voix. Quand je t'ai montré Romance, tu n'as rien dit du tout. Tu as retenu ton souffle et tu as émis une sorte de râle. Alan, Everard ne lui laissa pas le loisir de parler. Jane était encore en train de produire sur lui l'effet qu'il ne connaissait que trop bien. Bizarre qu'une créature aussi douce puisse le plonger dans de tels accès de fureur. Tu crois peut-être que je suis fini, éructa-t-il. Mais tu es loin du compte, je suis toujours capable de peindre des toiles, tout aussi bonnes que l'était Romance, et encore meilleures si ça se trouve. Tu vas voir ce que tu vas voir, Jane Hayworth. Il quitta l'appartement en coup de vent. Marchant à grandes enjambées, il coupa par Battersea Park et s'engagea sur l'Albert Bridge. Il frémissait encore tout entier de rage et de fureur rentrée. C'est Jane, quand même. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une fille comme ça pouvait bien connaître à la peinture? Et qu'est-ce que pouvait bien valoir une misérable opinion comme la sienne? Et en quoi est-ce que tout ça pouvait bien l'atteindre? N'empêche que ça l'atteignait de plein fouet. Il devait peindre quelque chose qui la laisserait pantelante. Ses lèvres s'entr'ouvriraient à peine tandis que le rouge lui monterait aux joues. Elle commencerait par regarder le tableau, et puis ses yeux se tourneraient vers lui, et selon toute probabilité, elle ne dirait rien du tout. C'est au milieu du pont qu'il vit la toile qu'il allait peindre. Ça lui vint de nulle part. Il la vit là, tracée sur le fond de brume. Ou bien était-ce dans sa tête? Une petite boutique d'antiquités brocante sombre, miteuse et un tantinet décrépite. Derrière le comptoir, un petit vendeur à l'œil rusé,
Devant lui, le client grand, type gros et gras, suintant l'argent, bien nourri, opulent, bouffi, bajoux envahissante, les surplombant, sur une étagère, un buste de marbre blanc. L'éclairage sur cet endroit précis, sur le visage de marbre de l'éphèbe, sur l'immortelle beauté de la Grèce antique, hautaine et peu soucieuse de commerce ou de troc, le vendeur, le riche collectionneur, la tête de l'éphèbe grec. Il les voyait tous. Le connaisseur, voilà comment je vais l'appeler, marmonna Alan Everard, descendant du trottoir et manquant de justesse de se faire écraser par un autobus. Oui, le connaisseur. Je vais lui faire voir à Jane. Sitôt rentré à la maison, il s'engouffra tout droit dans son atelier. Isobel l'y trouva en train de trier les toiles vierges. « Alan, n'oublie pas que nous dînons chez les March. » Everard secoua impatiemment la tête. « Au diable les March, il faut que je travaille. Je tiens quelque chose. Mais il faut que je le fixe sur la toile avant que ça ne m'échappe. Téléphone-leur, dis-leur que j'ai passé l'arme à gauche. » Isobel le considéra un instant, pensive, puis sortit de la pièce. Elle possédait à fond l'art de vivre avec un génie. Elle alla décrocher le téléphone et inventa une excuse plausible. Bâillant un peu, elle regarda autour d'elle, puis elle s'assit à son secrétaire et se mit à écrire. « Ma chère Jane, merci infiniment pour votre chèque reçu aujourd'hui. Vous êtes 1000 fois trop bonne pour votre filleule. 100 livres vont faire des merveilles. Les enfants coûtent les yeux de la tête. Mais vous êtes tellement attachée à Winnie que je n'ai pas cru mal agir en vous appelant à la rescousse. Alan, comme tous les génies, ne peut travailler qu'à ce dont il a envie, et cela ne fait pas toujours bouillir la marmite. J'espère vous voir sous peu. Bien à vous, Isobel. » À quelques mois de là, quand le connaisseur fut achevé, Alan invita Jane à venir le voir. L'œuvre n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il avait imaginé. Comment cela aurait-il d'ailleurs pu être possible? Mais elle en était quand même assez proche. Il éprouvait l'ivresse du créateur. Ce tableau, il l'avait peint, et il était bon. Jane ne lui dit pas cette fois que c'était une splendeur. Le rouge lui monta aux joues, et ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle regarda Alan, et il lut dans ses yeux ce qu'il avait si fortement souhaité y lire. Jane savait. Il marchait sur un nuage. Il lui avait fait voir à Jane. Le tableau ne monopolisant plus ses pensées, il recommença à s'intéresser à son environnement immédiat. Winnie avait énormément profité de sa quinzaine au bord de la mer, mais il fut frappé de voir à quel point ses vêtements étaient miteux. Il le signala à Isobel. « Alan, toi qui ne remarques jamais rien, mais j'aime que les enfants soient vêtus le plus simplement possible. J'ai horreur de les voir pomponner. Il y a de la marge entre simplicité et guenilles rapetassées. » Isobel ne répliqua pas, mais elle acheta une nouvelle robe à Winnie. 2 jours plus tard, Alan se coltait avec ses rappels d'impôts. Son carnet de banque était ouvert devant lui, et il cherchait celui d'Isobel dans le petit secrétaire de sa femme. Quand Winnie entra en virevoltant dans la pièce, une poupée bonne à jeter au feu dans les bras. « Papa, je connais une devinette. Tu crois que tu vas trouver la solution ?» En dedans d'une muraille blanche comme le lait, drapée dans un rideau, aussi doux que la soie, baignée dans un océan d'une pureté de cristal, une pomme d'or apparaît. Tu devines de quoi il s'agit? De ta mère, répondit Alan la tête ailleurs, toujours plongé dans ses recherches. Oh, papa, voyons. Winnie s'était mise à rire aux éclats. C'est un œuf. Comment est-ce que tu as pu penser qu'il s'agissait de maman? Alan sourit à son tour. Je n'écoutais pas vraiment, avoua-t-il. N'empêche que je ne sais trop pourquoi les mots ont évoqué maman. Une muraille blanche comme le lait, un rideau, du cristal, la pomme d'or, oui. Pour lui, cela évoquait bien Isobel. Un drôle de truc, les mots. Il venait enfin de trouver le carnet de banque. Péremptoire, il intima à Winnie l'ordre de quitter les lieux. 10 minutes plus tard, une exclamation perçante lui fit lever le nez. « Alan !»« Ah, c'est toi, Isobel? Je ne t'avais pas entendu entrer. Viens voir un peu ici. Je me perds dans les écritures de ton carnet de banque. » « Qu'est-ce qui t'a pris d'y toucher, à mon carnet de banque ?» Il la dévisagea ahuri. Elle était hors d'elle. Il ne l'avait jamais vue manifester la moindre humeur. « Je n'aurais jamais imaginé que tu prendrais mal. »« Je le prends mal. Je le prends très mal. Tu n'as pas à fourrer ton nez dans mes affaires. » Alan à son tour sentit la colère le gagner.
Toutes mes excuses, mais puisque j'y ai, après tout, fourré, peut-être seras-tu à même de m'expliquer une ou deux écritures dont la nature exacte m'échappe. Autant que je puisse en juger, pas loin de 500 livres ont été versés sur ton compte, dont je n'arrive pas à trouver l'origine. D'où est-ce que ça sort? Isobel avait recouvré son calme souverain. Elle se laissa aller dans un fauteuil. Rien ne t'oblige à monter à ce point sur tes grands chevaux, Alan, fit-elle d'un ton léger. Ce n'est pas le salaire du péché, ni quoi que ce soit de ce genre. De qui vient cet argent? D'une femme, d'une de tes amies. Il n'est pas à moi du tout. C'est celui de Winnie. De Winnie? Tu veux dire que cet argent t'a été remis par Jane? Isobel hocha la tête. Elle adore la petite. Elle a l'impression de n'en faire jamais assez pour elle. D'accord, mais il me semble aller de soi que ces sommes auraient dû être investies au profit de Winnie. Oh, ce n'était pas un quelconque placement qui était visé. C'était destiné aux dépenses courantes, vêtements et tout ce qui s'ensuit. Alan ne releva pas aussitôt. Il pensait aux robes de Winnie, à ses guenilles rapetassées. Ton compte est à découvert, tu sais ça aussi, Isobel. À découvert? Ça m'arrive tout le temps. Oui, mais compte tenu des 500 livres. Mon cher Alan, je les ai dépensés pour Winnie de la façon qui m'a paru la plus adéquate. Je t'assure que Jane est totalement satisfaite. Mais satisfait Alan était loin de l'être. Et cependant, tel était le pouvoir d'Isobel et de son calme olympien, qu'il ne poursuivit pas. Isobel, après tout, n'entendait rien à ces questions d'argent. Elle n'avait eu nulle intention de dépenser pour elle l'argent qui lui avait été remis pour sa fille. Une facture acquittée arriva ce même jour, adressée par erreur à M. Everard. Elle émanait d'un couturier de Hanover Square et s'élevait à 200 livres et des poussières. Il la remit à Isobel sans un mot. Elle y jeta un coup d'œil, sourit et dit « Mon pauvre chou, j'admets que ça puisse représenter pour toi une montagne, mais on est quand même bien obligé de se mettre plus ou moins quelque chose sur le dos. » Le lendemain, il se rendit chez Jane. Jane se montra exaspérante et comme toujours évasive. Il ne fallait pas qu'il se mette Martel en tête. Winnie était sa filleule. Les femmes comprenaient ces choses-là, tandis que les hommes n'y entendaient rien. Bien évidemment, elle n'avait jamais songé à offrir à Winnie pour 500 livres de robe. Qu'il veuille bien, si ça ne l'ennuyait pas, les laisser. Isobel et elle, seuls juges en ces matières. Elles se comprenaient parfaitement. Alan repartit dans un état de mécontentement grandissant. Il était parfaitement conscient d'avoir esquivé la seule question qu'il avait eu l'intention de poser. Il aurait voulu demander « Est-ce qu'Isobel t'a déjà réclamé de l'argent pour Winnie ?» Et s'il ne l'avait pas fait, c'était uniquement par crainte que Jane ne mente pas assez bien pour parvenir à le mener en bateau. Mais par-dessus tout, il était inquiet. Jane n'avait pas le sou. Il ne fallait pas qu'elle se dépouille complètement. Il décida d'aborder le sujet avec Isobel. Cette dernière se montra calme et rassurante. Il allait de soi qu'elle ne laisserait pas Jane dépenser plus qu'elle ne saurait se le permettre. 1 mois plus tard, Jane mourut. Ça avait été une mauvaise grippe, sur laquelle s'était greffée une pneumonie. Elle faisait d'Alan Everard son exécuteur testamentaire et léguait tout ce qu'elle possédait à Winnie. Un tout qui n'allait d'ailleurs pas chercher bien loin. Il incomba donc à Alan de se plonger dans ses papiers. Elle y avait laissé un dossier facile à compulser. Missive implorant des secours, lettres de remerciement, autant de preuves de sa générosité. Et quand il en eut terminé, il tomba sur son journal. Une note y était agrafée. À lire après ma mort par Alan Everard. Il m'a souvent reproché de ne pas dire la vérité. Cette vérité, elle est tout entière ici enfermée. Ainsi, mettant la main sur le seul confident avec lequel Jane ait jamais osé se montrer honnête, finit-il par avoir le fin mot de son comportement. C'était la relation d'une totale spontanéité et sans fioriture aucune de son amour pour lui. Il n'y avait là pas le moindre attendrissement sur soi-même, mais nulle velléité non plus de se voiler la face. « Je sais que je te mets souvent hors de toi », avait-elle écrit. « Tout ce que je dis ou fais semble les 3/4 du temps te plonger dans des fureurs noires. Je ne vois pas la raison de ces emportements.
car je ne fais jamais que désespérément chercher à te plaire. Mais il m'aide néanmoins un peu persuadé que j'existe à tes yeux. On ne prend pas en grippe les gens qui ne comptent pas. Ce ne fut pas la faute de Jane si Alan fit d'autres découvertes. Elle avait été loyale, mais également désordre, et elle bourrait trop ses tiroirs. Elle avait, peu avant sa mort, soigneusement brûlé toutes les lettres d'Isobel. Celle qu'Alan trouva était restée coincée derrière un tiroir de la commode. Quand il la lut, le sens de certains signes cabalistiques sur les talons du chéquier de Jane lui devint évident. Dans ce courrier-là, Isobel ne s'était même pas donné la peine de continuer à prétendre que l'argent qu'elle réclamait était destiné à Winnie. Assis au petit bureau, Alan resta un long moment à regarder par la fenêtre, devant lui sans rien voir. Puis il glissa le chéquier dans sa poche et quitta l'appartement. Tout au long du chemin qui le ramena à Chelsea, il sentit la colère monter en lui. Isobel n'était pas là quand il rentra et il le déplora. Il avait si présent à l'esprit ce qu'il avait l'intention de lui dire. En désespoir de cause, il gagna son studio et sortit le portrait inachevé de Jane. Il le posa sur un chevalet près de celui d'Isobel en satin rose. La lampière ne s'y était pas trompée. Tout respirait la vie dans le portrait de Jane. Il regarda, ses yeux ardents, sa beauté qu'il avait tellement échoué à lui dénier. Ça, c'était Jane, cette intensité. Plus que toute autre chose au monde, c'était Jane. Elle était, songea-t-il, l'être humain le plus assoiffé de vie qu'il ait jamais rencontré, au point que même maintenant, il lui était impossible de penser à elle comme à une morte. Et il songea à ses autres toiles, couleurs, romances, Sir Rufus Herschmann. Toutes avaient d'une certaine façon été les portraits de Jane. Elle avait allumé l'étincelle pour chacun d'entre eux, l'avait chaque fois renvoyé chez lui furieux, écumant de colère, jurant ses grands dieux qu'il lui allait lui faire voir. Et maintenant, Jane était morte. Parviendrait-il jamais à peindre encore un tableau, une œuvre véritable? Il contempla de nouveau l'ardent visage qui animait la toile. Peut-être Jane n'était après tout pas très loin. Un bruit le fit pivoter sur ses talons. Isobel était entrée dans le studio, vêtue pour le dîner. Elle portait une robe de soie blanche toute simple qui mettait en valeur l'or blond de sa chevelure. Elle s'arrêta net et retint les mots qu'elle allait dire, l'observant avec circonspection. Elle alla s'asseoir sur le divan. Elle offrait toutes les apparences du calme le plus parfait. Alan sortit le chéquier de sa poche. « J'ai parcouru les papiers de Jane. »« Oui ?» Elle essaya d'imiter son calme, d'empêcher sa voix de trembler. « Ces 4 dernières années, elle n'a cessé de t'alimenter en argent. »« Oui, pour Winnie. »« Non, pas pour Winnie, » vociféra-t-il. « Vous avez toutes les deux fait comme si c'était pour Winnie. Mais vous saviez aussi bien l'une que l'autre que ce n'était pas le cas. Est-ce que tu te rends compte que Jane vendait ses actions et qu'elle vivait à la petite semaine, tout ça pour mieux te couvrir de vêtements dont tu n'avais, au fond, aucun besoin. » Pas un instant Isobel ne cessa de le regarder en face. Elle s'installa plus confortablement sur les coussins, comme aurait pu le faire un somptueux père semblant. « Je n'y peux rien si Jane s'est dépouillée, plus qu'elle l'aurait dû, dit-elle posément. J'imaginais qu'elle avait de quoi se le permettre. Elle était folle de toi. Ça, je te prie de croire que je m'en suis toujours rendu compte. Et étant donné la façon dont tu te précipitais à tout bout de champ, la voir et passer des heures chez elle, bien des femmes à ma place auraient poussé de hauts cris. Je m'en suis personnellement gardé. Exact, convint Alan, le visage blanc comme un linge. Au lieu de quoi, tu l'as fait payer. Tu es en train de tenir des propos très blessants, Alan. Prends garde. Parce que tu estimes peut-être qu'ils ne sont pas appropriés. Et pourquoi crois-tu donc qu'il t'a été si facile de soutirer tout cet argent à Jane? Je ne le dois pas, à coup sûr, à je ne sais quelle affection qu'elle aurait pu avoir à mon égard. Cela doit être plutôt tenir à l'amour qu'elle éprouvait pour toi. C'est bien de cela qu'il s'est agi, reconnut Alan avec simplicité. Et c'est ma liberté qu'elle payait, ma liberté de travailler comme je l'entendais. Tant que tu aurais eu de l'argent, à satiété, tu me ficherais la paix. Tu ne me tannerais pas pour que je fasse le portrait de tout un troupeau de harpies. Isobel ne releva pas.
Ce n'est pas vrai, hurla Alan au comble de la fureur. L'absolue perfection du calme de sa femme le mettait hors de lui. Isobel regardait par terre. Elle ne tarda pas à relever les yeux et à déclarer d'un ton égal. « Viens ici, Alan. » Elle caressait le divan à côté d'elle. Inquiet à son corps défendant, il alla s'y asseoir, prenant garde de ne pas la regarder et sachant bien pourtant à quel point il avait peur. « Alan, » souffla bientôt Isobel. « Quoi ?» Il se sentait encore nerveux, irritable. « Il se peut que tout ce que tu viens de dire soit exact. Peu importe. Je suis comme je suis. Je suis possessive. Et j'ai des besoins. Besoin de vêtements, d'argent, besoin de toi. Jane est morte, Alan. » « Qu'est-ce que tu entends par là ? » ?»« Jane est morte. Tu m'appartiens désormais tout entier. Ça n'avait jamais été le cas. Pas intégralement. » Il la dévisagea, vit la lueur dans ses yeux, cupide, possessive, sentit monter en lui la révolte, en même temps que la fascination. « Dorénavant, tu seras tout à moi. » Il comprit alors Isobel, comme il ne l'avait jamais fait par le passé. « Tu me veux comme esclave. Faudra-t-il que je peigne ce que tu me diras de peindre, que je vive comme tu m'ordonneras de vivre, enchaîné aux roues de ton char? Formule-le comme il te plaira, à quoi riment les mots. » Il sentit les bras d'Isobel autour de son cou, blanc, lisse, ferme et solide, comme une muraille. Des lambeaux de phrases lui tourbillonnaient dans le cerveau. Une muraille blanche comme le lait. Déjà il se trouvait en dedans de la muraille. Parviendrait-il encore à s'en évader? Avait-il seulement envie de s'en évader? Il entendit la voix d'Isobel tout contre son oreille. Le pavot et la mandragore. Qu'attendre d'autre de la vie? Est-ce que ceci n'est pas suffisant? L'amour, le bonheur, le succès, l'amour. La muraille commençait maintenant à l'encercler de toutes parts. Le rideau, aussi doux que la soie, le rideau l'enveloppait, l'asphyxiant un peu, mais si doux, si moelleux. Maintenant aussi, ils dérivaient ensemble en paix, au loin sur l'océan de cristal. La muraille, désormais très haute, excluait tout le reste, toutes ces contingences dérangeantes, dangereuses et qui vous blessaient, et qui ne cessaient de vous blesser. Au loin, sur l'océan de cristal, la pomme d'or entre leurs mains. Et la lumière, irradiant le portrait de Jane, s'estompa. Fin. L'histoire s'intitule « Accident ». Il s'agit de la même femme, cela ne fait aucun doute. Le capitaine Haydock leva les yeux sur le visage un peu crispé de son ami et soupira. Il eût souhaité voir Evans un peu moins affirmatif. Au cours de ses longs voyages, le vieux marin avait appris à ne pas s'occuper de ce qui ne le regardait pas. Evans, ex-inspecteur du CID, avait une philosophie toute différente. Agir d'après les informations reçues. Telle avait été sa formule au début. Il l'avait appliquée, en procédant lui-même aux enquêtes. L'inspecteur Evans s'était montré intelligent, avec un esprit clair, et il avait bien mérité son avancement. Et même à la retraite, installé dans la maison de campagne de ses rêves, il ne perdait rien de ses instincts de chasseur. « Je n'oublie jamais une tête, » répéta-t-il obstiné. « C'est Madame Anthony. Je l'ai reconnue tout de suite, votre Madame Merowden. » Le capitaine Haydock se sentit mal à l'aise. Les Merowden étaient ses voisins les plus proches, après Evans. Cette jeune femme, si sympathique, une criminelle? Allons donc, une idée déprimante. Une bien vieille histoire. 9 ans, répondit aussitôt Evans. 9 ans et 3 mois. Vous vous souvenez de l'affaire? Oui, vaguement. Anthony avait avalé de l'arsenic. On a acquitté la femme. Eh bien, pourquoi ne l'aurait-on pas fait? Oh, je ne critique pas, un verdict absolument correct, logique. Alors, je ne vois pas ce qui vous tracasse. Qui, moi? Je vous croyais ennuyé. Nullement. Tout cela, c'est de l'histoire ancienne, insista le capitaine. Madame Merowden, accusée à tort, a été acquittée. Une épreuve pénible. Un acquittement est rarement considéré comme un malheur, rétorqua Evans.
J'ai dit une épreuve navrante. Nous n'avons pas le droit de nous en occuper. Evans ne répondit pas. Allons, mon vieux, cette dame était innocente, vous venez de le dire. Moi, je n'ai rien dit de semblable. J'ai dit qu'on l'avait acquittée. C'est la même chose. Pas toujours. Le capitaine Haydock, qui avait commencé à vider sa pipe en la heurtant au pied de sa chaise, suspendit l'opération et se redressa vivement. Ah ah, c'est de là que le vent souffle. Vous ne croyez pas en son innocence? Je ne dis pas cela, je ne sais pas. Anthony avait l'habitude de se soigner avec des gouttes d'arsenic. Sa femme les lui donnait. Un jour, par erreur, on a forcé la dose. À qui la faute? À lui ou à sa femme? Personne ne peut le dire et le jury accorda le bénéfice du doute. C'est parfaitement correct, mais cependant, j'aimerais savoir... Le capitaine Haydock reporta son attention sur sa pipe. En tout cas, dit-il avec assurance, cela ne nous regarde pas. Je n'en suis pas sûr. Mais voyons. Un instant. Vous vous souvenez de Merowden dans son laboratoire cet après-midi? Oui, il a parlé de la réaction de Marsh concernant l'arsenic, disant que vous deviez tout en connaître, que c'était votre rayon. Il a même ri. Jamais il n'aurait dit cela s'il avait songé un instant. Evans l'interrompit. Vous pensez qu'il se serait tu? S'il avait su? Ils sont mariés depuis 6 ans, m'avez-vous dit. Je vous parie qu'il ignore absolument que sa femme a été la trop célèbre Madame Anthony. Et ce n'est pas moi qui le lui apprendrai. Laissez-moi poursuivre. Sous nos yeux, Merowden a placé une éprouvette dans la flamme de son benzène. Il a obtenu un précipité en ajoutant du nitrate d'argent à la solution. C'était l'essai réservé au chlorate. Une petite expérience toute simple. Mais par chance, j'ai pu lire ces mots dans un livre ouvert sur sa table. H2SO4 décompose les chlorates avec production de Cl4O2. On provoque une violente explosion par réchauffement. De ce fait, n'employez ce corps qu'en petite quantité et à basse température. Haydock regarda son ami avec surprise. Eh bien, voilà, dans notre métier, nous faisons aussi de la chimie, à notre façon. Nous additionnons les faits, nous les pesons. Nous analysons le résidu après avoir fait la part des erreurs de jugement ou de témoignage. Mais il y a aussi un autre test, très précis et assez dangereux, ma foi. Un meurtrier se contente rarement d'un seul crime. Donnez-lui du temps, le champ libre, et il en commettra un autre. On arrête un homme, a-t-il tué ou non sa femme? Les preuves manquent. Explorer son passé. S'il s'est marié plusieurs fois et qu'il ait perdu ses femmes de façon, mettons, inhabituelle, alors vous savez, c'est une certitude morale. Dès lors, vous pouvez chercher les preuves. Alors, j'y arrive. C'est parfait si le suspect a eu un passé. Mais supposons qu'il en soit à son premier crime. Votre test ne vous apportera aucun résultat. Admettons que le prisonnier acquitté refasse sa vie sous un autre nom. Répétera-t-il son crime? Mais cette idée est horrible. Persistez-vous à penser que cela ne nous regarde pas? Parfaitement. Vous n'avez aucune raison de supposer que Madame Merowden n'est pas innocente. L'ancien inspecteur garda le silence un instant. Nous n'avons, vous ai-je dit, reprit-il lentement, rien trouvé dans son passé. Ce n'est pas absolument exact. Elle avait un beau-père. À 18 ans, elle est tombée amoureuse. Le beau-père a usé de son autorité pour empêcher le mariage. Au cours d'une promenade avec le dit beau-père, celui-ci s'est trop approché du bord d'une falaise à pic. Le terrain a cédé sous ses pieds. Il est tombé et s'est tué. Vous ne pensez pas? C'était un accident. L'empoisonnement d'Anthony a été aussi accidentel. Elle ne serait jamais passée en jugement si l'on n'avait pas su qu'un autre homme. Il a pris le large entre parenthèses, ce qui donne à penser qu'il ne partageait pas l'opinion du jury. Je vous le dis, Haydock, avec cette femme, je crains une suite, une répétition. 9 ans ont passé depuis cette affaire. Qu'allez-vous parler de nouvel accident, comme vous le dites? Pas forcément tout de suite, un jour ou l'autre, lorsque le besoin s'en fait sentir. Le capitaine haussa les épaules. Je me demande comment vous allez faire pour le prévenir. Moi aussi, admit Evans sans enthousiasme. À votre place, je laisserai courir. On ne récolte rien de bon à se mêler des affaires des autres. Cet avis n'était pas du goût de l'ancien policier. Il était patient et têtu.
Il prit congé de son ami et regagna le village, songeur. En entrant dans le bureau de poste pour y acheter des timbres, il bouscula par inadvertance l'objet de sa sollicitude, George Meroden. L'ancien professeur de chimie était un petit homme à l'air rêveur, aimable et doux, affreusement distrait. Il reconnut Evans, le salua cordialement, et se baissa pour ramasser les lettres qui lui avaient échappé. Evans le devança, les lui tendit, le priant de l'excuser. Un coup d'œil sur l'entête d'une enveloppe avait suffi à réveiller tous ses soupçons. Elle portait le nom d'une compagnie d'assurance bien connue. Sa décision fut vite prise. L'aimable George Meroden n'aurait su dire comment il se trouva en train de marcher en compagnie du policier qui lui parlait d'assurance sur la vie. Il venait de contracter une assurance sur la vie au profit de sa femme. Que pensait Evans de cette compagnie? « J'ai fait quelques placements maladroits, dit-il. J'ai subi d'assez lourdes pertes, et s'il m'arrivait malheur, ma femme serait dans une situation difficile. Cette assurance règle la question. » « Elle n'a pas protesté à cette idée ?» demanda Evans d'un ton neutre. « Certaines femmes ont des scrupules, une sorte de crainte superstitieuse. »« Oh, Margaret est très pratique, » répondit Meroden en souriant. « Elle n'est pas du tout superstitieuse. En fait, l'idée est d'elle, il me semble. Elle n'aime pas me voir soucieux. » Evans en savait assez et prit congé. Feu M. Anthony avait lui aussi contracté une assurance au bénéfice de sa femme, quelques semaines avant sa mort. Habitué à se fier à son instinct, il était sûr de ne pas se tromper. Mais que faire? Il ne désirait pas arrêter un criminel, la main dans le sac, mais prévenir un crime. Ce n'était pas facile. Il fut songeur toute la journée. On célébrait la fête de la Renaissance dans le parc du château. Evans s'y rendit. Il pêcha des pièces de monnaie, évalua le poids d'un cochon, s'exerça au tir sans perdre son expression distraite et soucieuse. Il alla même jusqu'à sacrifier une demi-couronne chez Zara, la diseuse de bonne aventure. Il ne put s'empêcher de sourire au souvenir de la chasse qu'il avait menée à ses pareils jadis. Il n'avait pas prêté attention à ses vaticinations quand un mot le frappa. « Eh bien, ce sera pour vous une question de vie ou de mort. »« Hein? Quoi ?» demanda-t-il brusquement. « Vous avez une décision à prendre. Soyez prudent, très prudent. La moindre erreur, le moindre faux pas. » Alors, la bohémienne frissonna. C'était de la comédie, Evans le savait, mais il se sentit impressionné. « Prenez garde, ne faites pas d'erreur. La mort surviendrait, je la vois. Vraiment étrange. Si je me trompe, quelqu'un mourra, c'est bien cela? »« Oui. »« Bigre, je vais faire attention, dit Evans d'un ton léger. Mais il s'éloigna les mâchoires serrées. Un faux pas, il sacrifierait une vie humaine. Chercher de l'aide? Auprès de qui? Inutile de compter sur son ami Haydock, dont il apercevait la silhouette un peu plus loin. Cela ne nous regarde pas, dirait-il. La femme qui parlait au marin prit congé de lui, et Evans reconnut Madame Meroden. L'ancien policier se planta sur son passage. C'était une jolie femme. Elle avait un front haut et pur, de très beaux yeux bruns, à l'expression sereine. Sa coiffure en bandeau accentuait son type de madone. Elle parlait d'une voix grave, un peu molle. Elle sourit à Evans, aimable. « Il m'avait bien semblé vous reconnaître, Madame Anthony, Madame Meroden, » dit-il en l'observant. Ses yeux s'agrandirent et son souffle se précipita. Mais elle continua de le regarder en face. « Je cherche mon mari, dit-elle avec calme. L'auriez-vous vu? »« Oui, il y a un instant. Il a pris par là. » Ils partirent à sa recherche, côte à côte, tout en bavardant gaiement. L'admiration gagnait le policier. Quelle femme, quelle assurance, quelle maîtrise de soi. Remarquable, mais dangereuse. De cela, il était sûr. Il était satisfait de son entrée en matière, mais gardait cependant un certain malaise. Il l'avait reconnu et le lui avait laissé comprendre. Cela la mettait sur ses gardes. Elle n'oserait pas agir à la hâte. Restait Meroden. Comment le prévenir? Ils le trouvèrent contemplant d'un air rêveur une petite poupée en porcelaine qu'il venait de gagner à la loterie. Sa femme lui proposa de rentrer chez eux. Il accepta aussitôt. « Ne voulez-vous pas venir prendre une tasse de thé avec nous, monsieur Evans ?» demanda la jeune femme. Il croyait déceler une nuance de défi dans sa voix. « Avec le plus grand plaisir. » Le soleil brillait, une brise légère soufflait. Tout était agréable.
normal. La bonne est à la fête, déclara Madame Meroden en rentrant chez elle. Elle passa dans sa chambre pour ôter son chapeau et revint préparer le thé. Elle alluma une petite lampe en argent, sous la bouilloire, prit 3 bols et 3 soucoupes sur une étagère à côté de la cheminée. Nous avons du véritable thé de Chine. Nous le buvons toujours à la mode chinoise, dans des bols et non pas dans des tasses. Elle s'interrompit, examina le fond de l'un d'eux et poussa une exclamation dans lui. « Georges, ce n'est pas raisonnable. Tu t'es encore servi de ces bols. »« Je suis désolé, dit le professeur confus. Ils sont tellement pratiques. Ceux que j'ai commandés ne sont pas encore arrivés. Un de ces jours, tu nous empoisonneras tous, rétorqua sa femme avec un rire sec. Mary les trouve dans le laboratoire et les remet en place sur l'étagère sans se donner la peine de les laver. Tu en as utilisé un pour du cyanure de potassium l'autre jour. Vraiment, Georges, tu exagères. C'est horriblement dangereux. Meroden parut contrarié. Mary n'a rien à faire dans mon laboratoire, dit-il. Je lui ai déjà interdit de toucher à quoi que ce soit. Voyons, lorsque nous y prenons le thé, elle vient rechercher le plateau. Comment saurait-elle? Sois raisonnable. Le professeur quitta la pièce en grommelant. Souriante, sa femme versa l'eau bouillante sur les feuilles de thé et souffla la petite flamme. Evans, stupéfait tout d'abord, crut entrevoir la vérité. Madame Meroden envisageait-elle un autre accident? Se préparait-elle un alibi? Voulait-elle le mettre dans l'obligation de témoigner? Pour elle, le jour venu. Ce serait stupide de sa part, car... Brusquement, il retint sa respiration. Elle avait placé le thé dans les 3 bols. Elle en plaça un devant lui, un autre devant elle, et le 3e sur une petite table à côté du fauteuil favori de son mari. Un étrange sourire aux lèvres. Il sut. Une femme remarquable, dangereuse. Aucune attente, pas de préparation. Cela aurait lieu ce même après-midi, avec lui comme témoin. Tant d'audace lui coupa le souffle. Oh, c'était astucieux, d'une habileté diabolique. Il serait incapable de rien prouver. Il respira à fond et se pencha en avant. « Madame, je suis un homme à caprice. M'en autorisez-vous un ?» Elle le regarda avec curiosité, mais sans méfiance. Il se leva, prit le bol posé devant elle et l'échangea avec celui de la petite table. « Buvez ceci, ordonna-t-il. » Leurs yeux se croisèrent. Ceux de la jeune femme ne vacillèrent pas. Mais elle pâlit. Elle étendit la main, leva la coupe. Il retint sa respiration. Aurait-il commis une erreur? Elle porta le bol à ses lèvres, mais à la dernière seconde, elle eut un frisson. Se leva et vida le récipient dans un pot où poussait une fougère. Puis elle se rassit et lui lança un regard de défi. Il poussa un profond soupir de soulagement. « Alors, dit-elle d'une voix légèrement moqueuse, vous êtes une femme très intelligente, madame. Vous m'avez compris, je le crois, cela ne doit pas se renouveler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, répondit-elle d'un ton neutre. Il hocha la tête satisfait. Elle était maligne et n'avait pas envie d'être pendue. À vous et à votre époux pour une longue vie, dit-il en levant sa tasse. Il but, et brusquement son visage se convulsa d'une façon horrible. Il tenta de se lever, de crier. Il devint écarlate. Ses membres se raidirent. Il s'écroula tordu par la douleur. Madame Meroden se pencha vers lui, un petit sourire sur les lèvres. « Vous avez commis une erreur, monsieur Evans, dit-elle avec douceur. Vous pensiez que je voulais tuer Georges. Quelle stupidité, vraiment. » Elle demeura une minute à contempler le mort. La 3e personne qui avait menacé de la séparer de l'homme qu'elle aimait. Son sourire s'élargit. Elle ressemblait plus que jamais à une madone. Puis elle se mit à crier. « Georges, Georges, viens vite, un terrible accident. » Ce pauvre monsieur Evans.